Les 1001 nuits, le jardin mystérieux. 2 portes immenses en fer forgé sont rivées au mur qui l'encadre. Un pilier de pierre de chaque côté du portail, surélevé pour soutenir l'ouvrage imposant des 2 portes. Les portes sont arrondies à partir des 3/4 de la hauteur, courbées jusqu'au pilier. Le fer forgé, finement ciselé, travail d'artisan de la fin du XVe siècle, est une composition de feuilles de chêne, de glands et de longues tiges ornées de feuilles qui s'entrelacent pour former des arcs de cercle sur toute la surface des portes. Au pied de cette œuvre de fer, des herbes et des fleurs sauvages tapissent les moindres endroits de leurs taches colorées. Des fougères commencent à envahir les grilles de la porte, montant sur ses flancs comme pour cacher la présence de ce lieu qui semble abandonné. Un vieil homme est assis sur une grosse pierre. Il a un cahier sur ses genoux, absent de tout ce qui l'entoure. Il écrit. Quand on tente de percer du regard à l'intérieur de ce jardin, un indescriptible fouillis d'arbres et de plantes, de fleurs et d'herbes qui s'épousent en gigantesques bouquets de senteurs et de verdure, tachés de touches de couleurs disparates, paraît impénétrable. Il est comme une crainte qui nous prend à la gorge quand on s'approche de ce jardin. Les ombres et la lumière accentuent l'impression de mystère et d'inconnu pour lesquels le courage est mis à dure épreuve. Le jardin semble abandonné depuis de nombreuses années. La grille est fermée, mais aucun cadenas, aucune clé ne la tient verrouillée de façon à décourager les promeneurs aventureux. Le lieu lui-même est désertique, nul chant d'oiseaux. Le silence enserre cette vision presque fantomatique d'un monde ancien, et l'on n'éprouve aucune peine à s'imaginer le temps où les promeneurs du dimanche s'égaraient pour pique-niquer, chapeaux fleuris des dames et redingotes des messieurs, un air de guinguette flottant dans l'atmosphère, donnant aux gens un air de continuel bonheur. Le chemin qui longe le jardin est envahi par les mauvaises herbes. On distingue encore quelques traces d'ornières laissées par des charrettes tirées par des chevaux. Dans le fossé, en face de la grille, une roue de vélo voilée et un panier d'osier, mangé par le temps, trônent comme pour raconter ce passé où les chevalets de Renoir et de Manet venaient se poser sur l'herbe pour peindre en touches colorées la nature d'un mois de mai en fleurs. Il était une fois. Voici l'histoire que racontent les habitants de cette ville. Et ce promeneur solitaire est en train de tracer à l'encre noire sur son carnet, assis sur un rocher. En l'an 1495, un voyageur est arrivé dans un petit village situé au creux d'une vallée entre les Vosges et le Jura. Son nom n'a aucune importance. Il est arrivé seul, un baluchon accroché sur une branche qu'il tenait d'une main, tandis que de l'autre, il mâchonnait une brindille d'herbe qu'il venait d'arracher sur le bord du chemin. De loin, il faisait penser à un vagabond qui passait par là, juste pour faire l'aumône et repartir, sans que nul ne sût d'où il venait et où il s'en retournait. Quand il s'approcha et fut à l'entrée du village, les gens virent que ses vêtements étaient de bonne coupe et que la bourse qui pendait à sa taille pesait son comptant d'or et d'argent. Cet homme devait venir de loin, car il avait les traits tirés, la démarche lente, et bien que portant la tête haute et altière, il y avait sur son visage les marques d'une infinie tristesse. Il loua une chambre dans une auberge, prit son dîner sans dire un mot. Les seuls mots qu'il prononça sont ceux qui concernaient son menu. Puis, ayant achevé son repas,
Il demanda à l'aubergiste de lui envoyer une jeune femme qui sache lire et raconter des histoires. À cette époque, les jeunes filles d'un village aussi pauvre que celui-ci ne fréquentaient pas l'école. La plupart étaient donc illettrées. Le maître de l'auberge fut bien ennuyé que cet étranger qui semblait si riche lui fasse cette requête. Il s'empressa d'énumérer toutes les jeunes filles du village qui pourraient satisfaire les attentes du voyageur. Il n'en trouva pas une seule. Toutes étaient de braves paysannes qui passaient bien trop de temps à cultiver les champs pour s'intéresser à une culture autre que celle qui faisait de vilaines cornes dans leurs mains. Nina habitait non loin de là. Elle avait 35 ans, de grands yeux noirs et une silhouette longue et élancée. Elle vivait en solitaire et donnait quelques leçons de couture aux jeunes filles qui, de leurs doigts gauches et engourdis, avaient peine à accomplir un travail soigné. Nina ne travaillait pas au champ, et ses mains blanches et fines avaient conservé toute la grâce et la pureté des dames riches qui vivent dans la soie et la délicatesse. Personne ne savait d'où elle venait. Elle était arrivée exactement comme était arrivé ce voyageur qui réclamait une conteuse d'histoire. Nina sentait les fleurs. On eût dit que tout son corps fabriquait des parfums et que nul parfumeur n'aurait pu être en mesure d'en faire une copie. Elle était toujours très gaie. Souvent les passants entendaient ses chants doux et harmonieux se précipiter vers la campagne et que le vent transportait jusque dans les oreilles des travailleurs de la terre. La nature semblait s'éveiller au contact des notes de musique et les paysans cessaient leur travail dès que la voix s'éteignait. Il y avait comme un envoûtement exercé sur les personnes par Nina. Mais personne ne parlait de sorcellerie, bien au contraire. Les habitants disaient que c'était la voix d'un ange tout droit descendu du ciel. C'est à Nina que songea subitement l'aubergiste. Il ne lui avait jamais adressé la parole. Il ne l'avait même jamais vue. Seules les jeunes filles qui venaient coucher chez elle en parlaient. Elle racontait sa grande beauté et sa douceur. Disait, elle aussi, que seuls les anges ressemblent à cette créature. Aussi l'aubergiste fut-il paralysé devant la difficulté qu'il rencontrerait pour aller voir cette jeune personne et lui demander de réaliser les vœux du voyageur. Il confia la tâche à une des jeunes filles qui, après s'être rendue chez la dame, revint toute gênée d'avoir trouvé porte close. Nina n'était pas dans sa demeure. Pendant ce temps, le voyageur s'impatientait, il pressait l'aubergiste de se hâter et lui assurait que son service rendu lui rapporterait quelques pièces d'or lourdes et trébuchantes. Le lendemain, le village apprit que Nina était introuvable. Et voilà que cette Nina, dont tout le monde se souciait peu, devenait le centre d'attraction du village. C'était à qui la retrouverait le premier. Les paysans dans les champs, eux, s'inquiétaient vraiment. Le doux chant qui les accompagnait chaque jour, ils en étaient persuadés, donnait à leur récolte une abondance qui n'existait pas avant que la jeune femme n'arrive au village. Une semaine passa, sans que Nina n'eût donné signe de vie. Pourtant, le voyageur semblait ne pas s'en formaliser outre mesure. Au contraire, l'aubergiste l'avait entendu chanter en s'accompagnant de sa mandoline. D'ailleurs, il ne demandait plus à l'aubergiste de lui trouver cette jeune femme qui lui ferait la lecture. Ce qui inquiétait celui-ci, ce sont les louis d'or qu'il risquait de ne jamais voir. Il s'empressait auprès de son client, lui faisant 1000 sourires et 1000 bonnes grâces. Il n'avait pas à se plaindre, l'étranger le payait bien, sans rechigner sur le prix. Un soir, les habitants du village aperçurent une étrange lueur bleue sortir au milieu d'un champ. Ils s'empressèrent de courir vers cette lueur. Quelques-uns parlèrent de diablerie et se signèrent plusieurs fois de suite. Quand ils arrivèrent aux abords du champ, ils stoppèrent leur course brusquement, pris d'une crainte mêlée de terreur.
Ils regardèrent, fixant cette étrangeté et ne sachant s'il fallait croire au diable ou au bon Dieu. Un homme pourtant brava sa peur, c'était l'étranger. Il s'approcha, et les villageois n'en furent que plus terrifiés. L'homme se pencha au-dessus de quelque chose, et se redressa enfin. Les villageois reculèrent d'un bloc, les yeux écarquillés. L'homme soutenait une forme humaine. La lueur s'estompa pour disparaître tout à fait. L'étranger soutenait Nina, qui vacillait sur ses jambes, terriblement pâle. Il se dirigea vers des habitants qui, une fois encore, eurent un mouvement de recul. L'on en vit se signer, marmonnant des prières ou des paroles pour conjurer les forces du malin. En l'an 1485, dans ce même petit village, les cloches sonnaient à toute volée. Une jeune fille si belle que même le soleil faisait pâle figure à côté d'elle. Elle sortait de l'église avec son époux. Le front bombé, les lèvres pleines aux couleurs d'une rose fraîchement cueillie, deux grands yeux d'un bleu outre-mer cernés par deux rangées de cils épais et longs qui battaient telles les ailes d'un papillon dans son premier envol. Ses sourcils traçaient deux arcades superbement dessinées, deux rangées de petites dents rondes et brillantes comme des perles nacrées qui brillaient au soleil, pareilles à des diamants que l'on venait de polir. Sa taille était fine, et l'on devinait un petit corps magnifique, superbement élancé et harmonieux, que les plis de la longue robe cachaient ou dévoilaient au fil de ses mouvements gracieux. On eût pu croire que des ailes soient pliées dans son dos, qu'elles allaient s'ouvrir et se déployer pour s'envoler vers les étoiles, lieu où logent les anges. Les invités n'avaient de regard que pour elle, et son époux qui tenait sa petite main au-dessus de son bras, aux doigts longs et fins qui ressemblaient à une hirondelle effarouchée, tout en elle était grâce et légèreté. Elle paraissait si frêle dans sa belle robe de mariée. Son teint de porcelaine était à peine plus coloré que la blancheur des dentelles de sa robe. Ils se connaissaient depuis toujours. Elle avait pour père un trésorier et lui son père était médecin de grande renommée. Ils vivaient dans des maisons voisines, l'une de l'autre, et enfants, ils jouaient ensemble dans la même cour. Nina était une charmante petite fille. Ses cheveux blonds qui s'échappaient de sa coiffe brillaient de sublimes reflets. Elle était menue et gracieuse. Ses yeux déjà frappaient les gens qui la côtoyaient. Ils ne pouvaient s'empêcher de la fixer longuement. Ces yeux-là, disait-il, ressemblent à nos nuits noires parsemées d'étoiles. Ryan avait tout de la beauté du mâle, qui ne résisterait à aucune damoiselle. Les cheveux blonds cendrés, le regard noir comme la suie des foyers, grande taille, la petite Nena semblait chétive à côté de lui. Déjà ils s'aimaient, ils étaient inséparables. Comme leurs parents respectifs étaient riches, ils allaient à l'école du village tous les deux. Lui serait médecin, et, elle n'ayant ni frère ni sœur, remplacerait son père à la trésorerie. Déclaration d'amour. Les années se sont écoulées doucement. Quand Nina a atteint l'âge de 16 ans, elle était devenue une créature magnifique, et Ryan ne vivait que pour elle, son amour grandissant, et son admiration ne cessait d'emplir son cœur de soupirs et d'espérance. Ils faisaient de longues promenades ensemble, riaient de leur jeunesse et se promettaient de ne jamais se séparer. C'est ainsi qu'ils ont découvert un jardin cerné d'un haut mur, 2 grilles enfermaient l'entrée, magnifique ouvrage. Ils ne se souvenaient pas de l'existence d'un tel endroit. Pourtant, ils s'étaient promenés souvent vers ces collines. Ce jour-là, ils ont poussé la lourde grille et ont pénétré ce havre de paix et de magnificence. Sous la canopée fleurie de leur jardin secret, ils se sont promis un amour éternel.
Le lieu était féerique. Nul promeneur n'avait jamais troublé le silence de ce jardin. Ryan fit cette déclaration à Nina. Là où chaque fleur, chaque branche, chaque animal, chaque brin d'herbe viennent se retrouver pour s'unir et s'abreuver du nectar de Dame Terre, je te conduis. Le soleil inonde de ses dards doux et protecteurs le dôme de ce jardin, afin de lancer tous ces jeux d'ombre et de lumière sur leur corps jaloux de l'extase qui émane de la copulation de la nature. Je t'aime, ma Nina, pour l'éternité. Veux-tu devenir ma femme? Nina l'a regardé. Elle a pris sa main dans les deux siennes et lui a répondu en le regardant dans les yeux. Oh oui, mon aimé, je le veux. En 1485, les cloches sont mises à carillonner à toute volée. Le prêtre venait de les unir pour la vie. Ensemble, ils ont repensé au jardin merveilleux, là où Ryan lui avait demandé sa main. C'est dans cet endroit qu'ils veulent s'aimer pour la première fois. Quand les noces se sont achevées très tard dans la nuit, main dans la main, ils ont gravi la colline, ont poussé les grilles du jardin. La lune brillante éclairait les fleurs du jardin d'une lueur fluorescente, et le visage des deux amoureux était comme illuminé. La nature s'est faite complice de leur étreinte. Les roses blanches ont recueilli la semence que leur apportaient les abeilles. Les arbres baissaient leurs branches pour leur faire un dôme protecteur, et chaque brin d'herbe copulait avec son voisin dans un froissement délicat. Les fleurs détachaient leurs pétales un à un et recouvraient leur corps de douceur multicolore. Ryan et Nina mêlaient leurs corps, se couvraient de baisers. Ils puisaient toutes les substances de leurs deux âmes. Cette union restera dans le secret de leur amour. Les belles choses se doivent de rester uniques. Elles appartiennent à ceux qui les ont créées. Et c'est au moment de leur fusion totale que tout a basculé. Ils se sont sentis flotter, puis la nuit s'est vêtue de jour. Le paysage autour d'eux leur était inconnu. Quand ils sortirent du jardin, un vieil homme était assis sur un petit rocher. Il tenait un carnet sur ses genoux et écrivait. Quand le vieil homme leva son regard vers le couple qui sortait du jardin, pendant quelques secondes, le temps s'est arrêté. Il disparut brusquement. Aujourd'hui, Ryan et Nina retournent dans leur jardin, là où ils s'aimèrent pour la première fois, dans un autre temps. Les gouttes de semences de Ryan qui se sont égarées sur l'herbe ont donné naissance à des roses blanches magnifiques que la brise berce et dont les pétales qui s'éparpillent dans la nature racontent au vent leur histoire. Ryan, le vieil homme assis sur le rocher, avait enfin retrouvé son amour et sa jeunesse pour l'éternité. Depuis ce jour, le jardin mystérieux est demeuré invisible pour le monde des humains, sauf pour Ryan et Nina qui s'y retrouvent pour s'unir et parfois basculer dans le monde du XVe siècle et passer quelques jours dans l'auberge. Le temps est figé en ce lieu pour l'éternité. Fin.
Les 1001 nuits, le jardin mystérieux. 2 portes immenses en fer forgé sont rivées au mur qui l'encadre. Un pilier de pierre de chaque côté du portail, surélevé pour soutenir l'ouvrage imposant des 2 portes. Les portes sont arrondies à partir des 3/4 de la hauteur, courbées jusqu'au pilier. Le fer forgé, finement ciselé, travail d'artisan de la fin du XVe siècle, est une composition de feuilles de chêne, de glands et de longues tiges ornées de feuilles qui s'entrelacent pour former des arcs de cercle sur toute la surface des portes. Au pied de cette œuvre de fer, des herbes et des fleurs sauvages tapissent les moindres endroits de leurs taches colorées. Des fougères commencent à envahir les grilles de la porte, montant sur ses flancs comme pour cacher la présence de ce lieu qui semble abandonné. Un vieil homme est assis sur une grosse pierre. Il a un cahier sur ses genoux, absent de tout ce qui l'entoure. Il écrit. Quand on tente de percer du regard à l'intérieur de ce jardin, un indescriptible fouillis d'arbres et de plantes, de fleurs et d'herbes qui s'épousent en gigantesques bouquets de senteurs et de verdure, tachés de touches de couleurs disparates, paraît impénétrable. Il est comme une crainte qui nous prend à la gorge quand on s'approche de ce jardin. Les ombres et la lumière accentuent l'impression de mystère et d'inconnu pour lesquels le courage est mis à dure épreuve. Le jardin semble abandonné depuis de nombreuses années. La grille est fermée, mais aucun cadenas, aucune clé ne la tient verrouillée de façon à décourager les promeneurs aventureux. Le lieu lui-même est désertique, nul chant d'oiseaux. Le silence enserre cette vision presque fantomatique d'un monde ancien, et l'on n'éprouve aucune peine à s'imaginer le temps où les promeneurs du dimanche s'égaraient pour pique-niquer, chapeaux fleuris des dames et redingotes des messieurs, un air de guinguette flottant dans l'atmosphère, donnant aux gens un air de continuel bonheur. Le chemin qui longe le jardin est envahi par les mauvaises herbes. On distingue encore quelques traces d'ornières laissées par des charrettes tirées par des chevaux. Dans le fossé, en face de la grille, une roue de vélo voilée et un panier d'osier, mangé par le temps, trônent comme pour raconter ce passé où les chevalets de Renoir et de Manet venaient se poser sur l'herbe pour peindre en touches colorées la nature d'un mois de mai en fleurs. Il était une fois. Voici l'histoire que racontent les habitants de cette ville. Et ce promeneur solitaire est en train de tracer à l'encre noire sur son carnet, assis sur un rocher. En l'an 1495, un voyageur est arrivé dans un petit village situé au creux d'une vallée entre les Vosges et le Jura. Son nom n'a aucune importance. Il est arrivé seul, un baluchon accroché sur une branche qu'il tenait d'une main, tandis que de l'autre, il mâchonnait une brindille d'herbe qu'il venait d'arracher sur le bord du chemin. De loin, il faisait penser à un vagabond qui passait par là, juste pour faire l'aumône et repartir, sans que nul ne sût d'où il venait et où il s'en retournait. Quand il s'approcha et fut à l'entrée du village, les gens virent que ses vêtements étaient de bonne coupe et que la bourse qui pendait à sa taille pesait son comptant d'or et d'argent. Cet homme devait venir de loin, car il avait les traits tirés, la démarche lente, et bien que portant la tête haute et altière, il y avait sur son visage les marques d'une infinie tristesse. Il loua une chambre dans une auberge, prit son dîner sans dire un mot. Les seuls mots qu'il prononça sont ceux qui concernaient son menu. Puis, ayant achevé son repas,
il demanda à l'aubergiste de lui envoyer une jeune femme qui sache lire et raconter des histoires. À cette époque, les jeunes filles d'un village aussi pauvre que celui-ci ne fréquentaient pas l'école. La plupart étaient donc illettrées. Le maître de l'auberge fut bien ennuyé que cet étranger qui semblait si riche lui fasse cette requête. Il s'empressa d'énumérer toutes les jeunes filles du village qui pourraient satisfaire les attentes du voyageur. Il n'en trouva pas une seule. Toutes étaient de braves paysannes qui passaient bien trop de temps à cultiver les champs pour s'intéresser à une culture autre que celle qui faisait de vilaines cornes dans leurs mains. Nina habitait non loin de là. Elle avait 35 ans, de grands yeux noirs et une silhouette longue et élancée. Elle vivait en solitaire et donnait quelques leçons de couture aux jeunes filles qui, de leurs doigts gauches et engourdis, avaient peine à accomplir un travail soigné. Nina ne travaillait pas au champ, et ses mains blanches et fines avaient conservé toute la grâce et la pureté des dames riches qui vivent dans la soie et la délicatesse. Personne ne savait d'où elle venait. Elle était arrivée exactement comme était arrivé ce voyageur qui réclamait une conteuse d'histoire. Nina sentait les fleurs. On eût dit que tout son corps fabriquait des parfums et que nul parfumeur n'aurait pu être en mesure d'en faire une copie. Elle était toujours très gaie. Souvent les passants entendaient ses chants doux et harmonieux se précipiter vers la campagne et que le vent transportait jusque dans les oreilles des travailleurs de la terre. La nature semblait s'éveiller au contact des notes de musique et les paysans cessaient leur travail dès que la voix s'éteignait. Il y avait comme un envoûtement exercé sur les personnes par Nina. Mais personne ne parlait de sorcellerie, bien au contraire. Les habitants disaient que c'était la voix d'un ange tout droit descendu du ciel. C'est à Nina que songea subitement l'aubergiste. Il ne lui avait jamais adressé la parole. Il ne l'avait même jamais vue. Seules les jeunes filles qui venaient coucher chez elle en parlaient. Elle racontait sa grande beauté et sa douceur. Disait, elle aussi, que seuls les anges ressemblent à cette créature. Aussi l'aubergiste fut-il paralysé devant la difficulté qu'il rencontrerait pour aller voir cette jeune personne et lui demander de réaliser les vœux du voyageur. Il confia la tâche à une des jeunes filles qui, après s'être rendue chez la dame, revint toute gênée d'avoir trouvé porte close. Nina n'était pas dans sa demeure. Pendant ce temps, le voyageur s'impatientait, il pressait l'aubergiste de se hâter et lui assurait que son service rendu lui rapporterait quelques pièces d'or lourdes et trébuchantes. Le lendemain, le village apprit que Nina était introuvable. Et voilà que cette Nina, dont tout le monde se souciait peu, devenait le centre d'attraction du village. C'était à qui la retrouverait le premier. Les paysans dans les champs, eux, s'inquiétaient vraiment. Le doux chant qui les accompagnait chaque jour, ils en étaient persuadés, donnait à leur récolte une abondance qui n'existait pas avant que la jeune femme n'arrive au village. Une semaine passa, sans que Nina n'eût donné signe de vie. Pourtant, le voyageur semblait ne pas s'en formaliser outre mesure. Au contraire, l'aubergiste l'avait entendu chanter en s'accompagnant de sa mandoline. D'ailleurs, il ne demandait plus à l'aubergiste de lui trouver cette jeune femme qui lui ferait la lecture. Ce qui inquiétait celui-ci, ce sont les louis d'or qu'il risquait de ne jamais voir. Il s'empressait auprès de son client, lui faisant 1000 sourires et 1000 bonnes grâces. Il n'avait pas à se plaindre, l'étranger le payait bien, sans rechigner sur le prix. Un soir, les habitants du village aperçurent une étrange lueur bleue sortir au milieu d'un champ. Ils s'empressèrent de courir vers cette lueur. Quelques-uns parlèrent de diablerie et se signèrent plusieurs fois de suite. Quand ils arrivèrent aux abords du champ, ils stoppèrent leur course brusquement, pris d'une crainte mêlée de terreur.
Ils regardèrent, fixant cette étrangeté et ne sachant s'il fallait croire au diable ou au bon Dieu. Un homme pourtant brava sa peur, c'était l'étranger. Il s'approcha, et les villageois n'en furent que plus terrifiés. L'homme se pencha au-dessus de quelque chose, et se redressa enfin. Les villageois reculèrent d'un bloc, les yeux écarquillés. L'homme soutenait une forme humaine. La lueur s'estompa pour disparaître tout à fait. L'étranger soutenait Nina, qui vacillait sur ses jambes, terriblement pâle. Il se dirigea vers les habitants qui, une fois encore, eurent un mouvement de recul. L'on en vit se signer, marmonnant des prières ou des paroles pour conjurer les forces du malin. En l'an 1485, dans ce même petit village, les cloches sonnaient à toute volée. Une jeune fille si belle que même le soleil faisait pâle figure à côté d'elle. Elle sortait de l'église avec son époux. Le front bombé, les lèvres pleines aux couleurs d'une rose fraîchement cueillie, deux grands yeux d'un bleu outre-mer cernés par deux rangées de cils épais et longs qui battaient telles les ailes d'un papillon dans son premier envol. Ses sourcils traçaient deux arcades superbement dessinées, deux rangées de petites dents rondes et brillantes, comme des perles nacrées, qui brillaient au soleil, pareilles à des diamants que l'on venait de polir. Sa taille était fine, et l'on devinait un petit corps magnifique, superbement élancé et harmonieux, que les plis de la longue robe cachaient ou dévoilaient au fil de ses mouvements gracieux. On eût pu croire que des ailes soient pliées dans son dos, qu'elles allaient s'ouvrir et se déployer pour s'envoler vers les étoiles, lieu où logent les anges. Les invités n'avaient de regard que pour elle, et son époux qui tenait sa petite main au-dessus de son bras, aux doigts longs et fins qui ressemblaient à une hirondelle effarouchée, tout en elle était grâce et légèreté. Elle paraissait si frêle dans sa belle robe de mariée. Son teint de porcelaine était à peine plus coloré que la blancheur des dentelles de sa robe. Ils se connaissaient depuis toujours. Elle avait pour père un trésorier et lui son père était médecin de grande renommée. Ils vivaient dans des maisons voisines, l'une de l'autre, et enfants, ils jouaient ensemble dans la même cour. Nina était une charmante petite fille. Ses cheveux blonds qui s'échappaient de sa coiffe brillaient de sublimes reflets. Elle était menue et gracieuse. Ses yeux déjà frappaient les gens qui la côtoyaient. Ils ne pouvaient s'empêcher de la fixer longuement. Ces yeux-là, disait-il, ressemblent à nos nuits noires parsemées d'étoiles. Ryan avait tout de la beauté du mâle, qui ne résisterait à aucune damoiselle. Les cheveux blonds cendrés, le regard noir comme la suie des foyers, grande taille, la petite Néna semblait chétive à côté de lui. Déjà ils s'aimaient, ils étaient inséparables. Comme leurs parents respectifs étaient riches, ils allaient à l'école du village tous les deux. Lui serait médecin, et, elle n'ayant ni frère ni sœur, remplacerait son père à la trésorerie. Déclaration d'amour. Les années se sont écoulées doucement. Quand Nina a atteint l'âge de 16 ans, elle était devenue une créature magnifique, et Ryan ne vivait que pour elle, son amour grandissant, et son admiration ne cessait d'emplir son cœur de soupirs et d'espérance. Ils faisaient de longues promenades ensemble, riaient de leur jeunesse et se promettaient de ne jamais se séparer. C'est ainsi qu'ils ont découvert un jardin cerné d'un haut mur, 2 grilles enfermaient l'entrée, magnifique ouvrage. Ils ne se souvenaient pas de l'existence d'un tel endroit. Pourtant, ils s'étaient promenés souvent vers ces collines. Ce jour-là, ils ont poussé la lourde grille et ont pénétré ce havre de paix et de magnificence. Sous la canopée fleurie de leur jardin secret, ils se sont promis un amour éternel.
Le lieu était féerique. Nul promeneur n'avait jamais troublé le silence de ce jardin. Ryan fit cette déclaration à Nina. Là où chaque fleur, chaque branche, chaque animal, chaque brin d'herbe viennent se retrouver pour s'unir et s'abreuver du nectar de Dame Terre, je te conduis. Le soleil inonde de ses dards doux et protecteurs le dôme de ce jardin, afin de lancer tous ces jeux d'ombre et de lumière sur leur corps jaloux de l'extase qui émane de la copulation de la nature. Je t'aime, ma Nina, pour l'éternité. Veux-tu devenir ma femme? Nina l'a regardé. Elle a pris sa main dans les deux siennes et lui a répondu en le regardant dans les yeux. « Oh oui, mon aimé, je le veux. » En 1485, les cloches se sont mises à carillonner à toute volée. Le prêtre venait de les unir pour la vie. Ensemble, ils ont repensé au jardin merveilleux, là où Ryan lui avait demandé sa main. C'est dans cet endroit qu'ils veulent s'aimer pour la première fois. Quand les noces se sont achevées très tard dans la nuit, main dans la main, ils ont gravi la colline, ont poussé les grilles du jardin. La lune brillante éclairait les fleurs du jardin d'une lueur fluorescente, et le visage des deux amoureux était comme illuminé. La nature s'est faite complice de leur étreinte. Les roses blanches ont recueilli la semence que leur apportaient les abeilles. Les arbres baissaient leurs branches pour leur faire un dôme protecteur, et chaque brin d'herbe copulait avec son voisin dans un froissement délicat. Les fleurs détachaient leurs pétales un à un et recouvraient leur corps de douceur multicolore. Ryan et Nina mêlaient leurs corps, se couvraient de baisers. Ils puisaient toutes les substances de leurs deux âmes. Cette union restera dans le secret de leur amour. Les belles choses se doivent de rester uniques. Elles appartiennent à ceux qui les ont créées. Et c'est au moment de leur fusion totale que tout a basculé. Ils se sont sentis flotter, puis la nuit s'est vêtue de jour. Le paysage autour d'eux leur était inconnu. Quand ils sortirent du jardin, un vieil homme était assis sur un petit rocher. Il tenait un carnet sur ses genoux et écrivait. Quand le vieil homme leva son regard vers le couple qui sortait du jardin, pendant quelques secondes, le temps s'est arrêté. Il disparut brusquement. Aujourd'hui, Ryan et Nina retournent dans leur jardin, là où ils s'aimèrent pour la première fois, dans un autre temps. Les gouttes de semences de Ryan qui se sont égarées sur l'herbe ont donné naissance à des roses blanches magnifiques que la brise berce et dont les pétales qui s'éparpillent dans la nature racontent au vent leur histoire. Ryan, le vieil homme assis sur le rocher, avait enfin retrouvé son amour et sa jeunesse pour l'éternité. Depuis ce jour, le jardin mystérieux est demeuré invisible pour le monde des humains, sauf pour Ryan et Nina, qui s'y retrouvent pour s'unir et parfois basculer dans le monde du XVe siècle et passer quelques jours dans l'auberge. Le temps est figé en ce lieu pour l'éternité.